Et si un royaume ne se construisait pas seulement avec des murs et des armées? S'il se basait sur quelque chose d'invisible, une sorte d'architecture de l'esprit qui connecte tout, les vivants, les morts et même la Terre, eh bien c'est exactement l'histoire qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors nous voici en Imérina, le cœur du royaume du peuple mérina. Mais attention, pour vraiment comprendre cet endroit, les cartes et les dates, ça ne suffit pas. Non, il faut aller plus loin, il faut plonger dans leur vision du monde. C'est elle qui a littéralement sculpté chaque colline, orienté chaque maison, dessiné chaque rizière. Et la clé de tout, le point de départ, ce sont les ancêtres. Parce que dans la culture mérina, attention, les ancêtres ne sont pas vraiment partis. Loin de là, ils sont considérés comme des forces bien réelles, puissantes et toujours très actives dans la vie de tous les jours. Ce proverbe, il est génial, non? Il nous dit quelque chose de fondamental. Oui, les ancêtres sont des intermédiaires avec le divin, mais ce n'est pas un chèque en blanc. Leur performance est en quelque sorte évaluée en permanence. S'ils n'assurent pas la protection ou la prospérité de la famille, eh bien leur rôle peut être remis en question. Ce n'est pas une adoration aveugle, c'est une relation bien vivante, un véritable échange. Et le rituel qui incarne le mieux ce lien si particulier, c'est le Famadiana. Alors, oubliez toute idée morbide, c'est tout le contraire. C'est un moment de grande fête, un événement joyeux. C'est une façon de réaffirmer l'unité de la famille, de resserrer les liens et, surtout, de célébrer la présence bien réelle des ancêtres au milieu des vivants. Et ce lien avec le sacré, il ne se limite pas au rituel. Non, il va beaucoup, beaucoup plus loin. Il est carrément inscrit dans le paysage, comme une carte invisible superposée au monde réel. C'est un système cosmologique qui organise l'espace et le destin. Regardez bien, c'est fascinant. Cette carte cosmique, c'est un véritable mode d'emploi pour la vie. Chaque point cardinal a une signification. La puissance au nord, la richesse à l'ouest. Ça dicte absolument tout. L'orientation de la maison pour capter les bonnes ondes, l'emplacement du tombeau au sud-ouest et même la direction dans laquelle on ne doit surtout pas dormir. Le paysage n'est plus juste un paysage, il devient le reflet vivant de cet ordre spirituel. Bon, on a vu comment l'espace est organisé par le spirituel. Maintenant, voyons comment ça se traduit au niveau de la société. Parce que sans surprise, cette vision du monde va créer une structure sociale très hiérarchisée, un miroir terrestre de la hiérarchie cosmique. La société mérina, elle est structurée en 3 grands groupes. Tout en haut, on a les Andriana, c'est la noblesse, la royauté. Au milieu, les Ova, les gens libres, les roturiers. Et tout en bas, les Andévos. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que cette hiérarchie n'était pas perçue comme une injustice. Non, c'était vu comme l'ordre naturel des choses, une simple extension de l'ordre du cosmos. Alors, qui étaient les Andévos? C'était un statut dans lequel on pouvait tomber pour différentes raisons. Des dettes, un crime, ou après avoir été capturé à la guerre. Leurs droits étaient quasi inexistants. Et cette séparation, elle était gravée dans le marbre, ou plutôt dans la terre. Leur tombeau devait être construit en dehors du village du maître. Une ségrégation qui se poursuivait donc même après la mort. Puis, en 1896, l'administration coloniale française arrive et abolit officiellement l'esclavage. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'un simple décret peut vraiment effacer des siècles d'une structure sociale aussi profondément enracinée? Écoutez ce que dit cet habitant, c'est extrêmement révélateur. Les descendants sont toujours là, mais la classification n'existe plus. Ça montre toute la complexité d'aujourd'hui. Sur le papier, la structure légale a disparu. Mais dans les faits, la mémoire sociale, parfois les inégalités économiques, tout ça peut rester. La réalité est beaucoup plus nuancée, et comme il le dit si bien, tout dépend de la mentalité. D'accord, on a parlé de spiritualité, d'organisation sociale, mais revenons un peu sur Terre. Concrètement, qu'est-ce qui faisait tourner ce royaume? Qu'est-ce qu'il nourrissait? La réponse est simple, le riz. Et là, il y a une image très forte. En Imérina, le pouvoir coulait littéralement comme l'eau. Pourquoi? Parce que qui dit riz, dit eau. Et le contrôle de l'eau pour les rizières, c'était la source même du pouvoir politique. Un roi capable de maîtriser l'eau, c'était un roi capable de nourrir son peuple et donc de prouver sa légitimité. C'est aussi simple que ça. Et cette histoire, elle s'écrit de roi en roi. Chacun a laissé sa marque en construisant des systèmes d'irrigation de plus en plus ambitieux. Le roi Ralambo commence, puis Andriansita IV Andriana transforme un immense marécage en plaine fertile. Plus tard, après une famine, Andria Massina Valona étend encore le réseau. Et on culmine avec Andriane Paulini-Mérina, qui maîtrisait tellement l'hydraulique qu'il a déclaré « la mer est la limite de ma rizière ». Ça vous donne une idée de l'ambition. L'ingénierie était un instrument de règne. Jusqu'à présent, on s'est beaucoup concentré sur les Mérina. Mais évidemment, ils ne vivaient pas dans une bulle. Leur identité, elle s'est construite, elle s'est tissée au fil de relations très complexes avec leurs voisins.
Alors là, il faut bien comprendre un truc. La vision coloniale a eu tendance à simplifier les choses à l'extrême. On nous a présenté des boîtes bien étanches. D'un côté, les Mérinas, de l'autre, les Sakalava, deux peuples distants, souvent ennemis. Une vision très figée. Mais la réalité historique, elle, était bien plus mouvante. Oui, l'histoire est bien plus compliquée que ça. Et honnêtement, elle est aussi beaucoup plus intéressante. Parce qu'il ne s'agissait pas de deux blocs qui s'affrontaient, non. Leur histoire commune est une mosaïque complexe, faite d'échanges, de conflits, oui, mais aussi d'alliances très profondes. En fait, leurs destins étaient complètement entremêlés. Il y a eu des conflits, bien sûr, mais des guerriers Sakalava ont aussi servi de mercenaires pour des rois mérinains. Il y a eu des mariages entre familles royales pour sceller des alliances stratégiques. Et le plus fou, c'est que plusieurs des tombeaux sacrés les plus importants en Imérina appartiennent en fait à de grands ancêtres Sakalava. Ils partageaient littéralement la même terre sacrée. Et cette citation d'historienne met le doigt dessus. En parquant les gens dans des cases géographiques et ethniques, la vision coloniale a figé les images. Elle a en quelque sorte simplifié à outrance une histoire malgache qui était incroyablement riche, fluide et partagée. Alors, que retenir de tout ça? Eh bien, le point essentiel, c'est que ces structures anciennes, qu'elles soient spirituelles, sociales ou même agricoles, ce n'est pas juste de l'histoire ancienne. Non, ce sont des échos du passé qui résonnent encore très fort dans le Madagascar d'aujourd'hui. L'histoire du royaume Mérina nous le montre bien. Les vraies fondations d'une société sont souvent invisibles. Elles sont faites de croyances sur le monde, de devoirs envers les ancêtres et d'un lien très fort avec la terre. Pour comprendre un peuple, il faut apprendre à lire cette carte invisible. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à nous. Si une société est à ce point façonnée par ces croyances invisibles, quelles sont les forces cachées, les histoires qu'on se raconte qui façonnent la nôtre aujourd'hui? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.